entretien avec nos deux invités tels qu'annoncés à l'ouverture ou bien dans notre édition d'actualité. Et nous allons directement aller droit au but pour dire bonjour à monsieur Justin Mobomi plutôt. Justin Mobomi, nous le recevons. Il est chargé de suivi des politiques au CNADEP, entendez par là Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Il va réagir en qualité d'un membre de la société civile par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba que vous venez d'évaluer au cours d'une matinée de réflexion que vous avez organisée hier à l'intention des organisations de la société civile. Qu'en était-il sur les trois actions phares contenues dans cet engagement 3 de la décentralisation? Merci beaucoup pour la question. Avant toute chose, j'aimerais m'acquitter d'un sacré devoir, celui de remercier et d'exprimer notre sincère gratitude vis-à-vis de la RTGA et toute la famille de la presse de la RDC pour l'expression des soutiens et des solidarités que vous avez exprimées à l'occasion de la mort de votre collègue Georges Bakabaka. Sur ce, je voulais revenir sur votre question. Concernant les actions phares, je voulais dire que les actions, il y a plusieurs actions pour la mise en œuvre de la décentralisation. Notamment. Mais lors des derniers ateliers que nous avons organisés ensemble avec le gouvernement, parce que nous sommes partie prenante du processus de la mise en œuvre de l'accord cadre, dans le volet de décentralisation, nous avons arrêté 3 arrêtés et 3 actions effectivement. Il s'agit des élections, de respecter les échéances des élections. Il s'agit de deuxième action phare, c'est le respect dans le décaissement de 40% pour les provinces et les outils pour les futurs élus. Alors, à ce sujet, nous nous sommes rendus compte que les actions que nous avons arrêtées doivent être exécutées et budgétisées. Mais au-delà de ça, ces actions doivent avoir lieu sur le terrain. Mais pour avoir lieu, il y a certaines conditions, je voulais dire certaines contraintes. Mais c'est pourquoi nous avons organisé pour creuser la question de la décentralisation. Aller au fond, savoir, nous voulons la décentralisation, mais quelles sont les contraintes qui se placent devant nous pour que nous puissions réaliser. Justement, par rapport à l'engagement numéro 3 de cet instrument régional de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui vise notamment à effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, quel tableau vous avez fait, notamment sur l'état des lieux de la décentralisation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avancées significatives? L'état des lieux, c'est qu'il y a quand même quelques actions qui ont été menées, qui ont été entrepris par le gouvernement et les autres institutions. Mais il reste vraiment beaucoup à faire. Je pense que l'une des recommandations majeures que nous avons arrêtées, je pense que c'est la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, on n'arrivera pas à faire la décentralisation. Il y a bien sûr le problème de loi. Il reste encore la loi sur la répartition des sièges. J'ai vu que le Parlement a clôturé sa session sans avoir voté cette loi. Bien sûr qu'il est prévu une session extraordinaire, mais cette loi doit venir. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le défi n'est pas seulement un défi sur le plan de la législation, le défi aussi c'est également, surtout les défis financiers. Et puisque nous parlons de ces défis, justement, est-ce que vos actions ne sont-elles pas vaines? Je le dis pourquoi? Parce que en parlant des défis à relever dans la décentralisation ainsi que les découpages territoriaux par rapport aux élections locales qui s'annoncent, on sent déjà un probable report de ces élections. Est-ce qu'il faudrait-il continuer à espérer par rapport à vos actions? C'est justement pour ça que nous organisons nos activités. C'est pour mettre à la disposition de la société civile des éléments fouillés qui puissent permettre à la société civile d'entreprendre des actions pour amener les institutions à respecter ou bien à honorer leurs responsabilités. Il y en a qui pensent qu'il faut avoir les élections locales, mais la date c'est au mois d'octobre 2015.
Et il n'est pas sûr que techniquement, il n'est pas sûr qu'on sera capable d'organiser les élections locales au mois d'octobre. Donc, beaucoup reste encore à faire en matière de la mise en œuvre de la décentralisation dans le pays. Bien sûr. Je peux vous donner un exemple. En matière de les démembrements de nouvelles provinces, il y a 6 provinces qui vont être démembrées. La loi de programmation prévoit qu'on puisse mettre en place une commission dans chaque province pour aller faire l'état des lieux. La loi donne des délais ou bien des délais butoirs. Mais quand on va au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, pour avoir des moyens, il n'y a pas de moyens. Donc, ces dates sont pratiquement dépassées. Donc, même la loi là, ça ne sera même pas respecté. Vous voyez? Donc, au-delà de ça, organiser les élections locales, c'est un défi organisationnel. Et donc, on attendra longtemps pour les développements au niveau de la base? Non, on n'attend pas. Nous sommes de ceux qui réclament les élections locales. Mais nous ne pouvons pas y aller dans des conditions que nous estimons ne pas être convenables. Donc, il faut les élections locales, mais nous ne pensons pas qu'on peut organiser dans des conditions les meilleures en octobre 2015. Nous pensons que ces élections, pour les 2015, on peut organiser les élections provinciales. On peut renvoyer les élections locales après les élections présidentielles. Donc, si on veut forcer pour faire les élections locales en 2015, je pense qu'il faut s'attendre à un débâcle électoral sans précédent. Donc, il faudra mordicus qu'il y ait des élections locales. Des élections locales, il doit y en avoir, mais il faut bien les préparer. Nous avons beaucoup de problèmes. Vous avez parlé des contraintes. Il y a des problèmes de nouvelles provinces à mettre en place. Il y a des problèmes de groupements, de chefferies, de groupements de fêtes. Tous ces problèmes-là doivent d'abord être résolus avant qu'on puisse organiser ces élections. Sans quoi, nous courons le risque d'organiser un chaos ici dans le pays. Merci beaucoup. Personne n'a besoin de ça. Merci beaucoup, Monsieur Justin Mobomi, pour votre intervention solide sur l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous vous remercions pour votre évaluation et continuez votre combat. C'est moi qui vous remercie. Oui. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent recevoir un deuxième invité tel qu'annoncé en début de ce journal ou dans la seconde partie de ces 12-13. Et lui, c'est un imam, Imidi. Il va nous parler de Ramadan qui vient du temps des Ramadan que viennent d'amorcer justement tous les croyants musulmans aujourd'hui même. Voilà, nous recevons tout de suite un deuxième invité dans ces 12-13. Il s'agit de Imam Imidi. Voilà, il va nous parler de la journée ou du temps de Ramadan que viennent d'amorcer les croyants musulmans à travers le monde et particulièrement en RDC. Bonjour Imam. Bonjour Madame. Bonjour. Voilà, les croyants de la RDC ont débuté, comme ceux à l'échelle mondiale ont débuté ce jeudi 15 juin, le Ramadan, le mois du Ramadan. Est-ce que nous pouvons savoir l'importance que revêt au fait les Ramadans aujourd'hui chez un croyant musulman, j'allais dire? Merci pour m'avoir accordé la parole. Avant toute chose, je rends louange à Allah, louange méritée bien sûr, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Mohammed, à sa sainte famille et à ses nobles compagnons et à tous ceux-là qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Je pense que l'importance du Ramadan, c'est de se rapprocher de Dieu, parce que le Ramadan, c'est un mois de jeûne, mois de privation, mois d'effort, de lutte dans la voie de Dieu. Donc ça revêt vraiment une importance très capitale dans la foi d'un musulman, parce que le Ramadan lui permet, n'est-ce pas, d'accroître sa foi et de sceller une union, une relation avec son Seigneur.
Est-ce que vous attestez aujourd'hui que ce Ramadan, ce mois du Ramadan a perdu, ou ces jeunes, a perdu aujourd'hui tout son sens? Est-ce que ce n'est pas un rituel, ce n'est pas devenu un rituel à célébrer chaque année, alors que la substance n'y est plus? Non, la substance y est toujours parce que s'il n'y était pas, on n'allait pas jeûner parce qu'on doit jeûner lorsqu'on est suffisamment informé. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le Ramadan a perdu pour les uns, pour certains qui en ont fait juste une routine, un exercice quotidien qui se répète chaque mois, chaque année, pardon, allais-je dire. Mais pour ceux-là qui sont suffisamment informés, ils savent que sa substance doit être maintenue, elle doit être appliquée. Donc les ramadans ne se limitent pas seulement à s'abstenir, à manger ou avoir les rapports sexuels, s'il vous plaît, avec son conjoint ou sa conjointe, mais les mois des ramadans, c'est la privation, bien sûr, mais on doit s'écarter de tout ce qui est Dieu interdit pendant qu'on est le jeûne. Quelle attitude adopter, par exemple, par rapport aux habitudes alimentaires et par rapport au comportement même? Au comportement, on doit avoir un bon comportement, on doit tolérer, vivre ensemble avec les autres. Et les croyants aussi doivent suivre ce que les ramadans vous demandent. Par exemple, de ne pas prononcer les paroles obscènes, de ne pas dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, par exemple. Il ne faut que chanter sa louange, réciter les Saint Coran et faire tout ce qui est recommandable dans la morale islamique. Et par rapport aux habitudes alimentaires? Aux habitudes alimentaires, ça change évidemment, madame, parce que nous tenons de réalité de la crise économique. Oui, nous reconnaissons qu'il y a la crise, mais pour jeûner aussi, il y a un préalable, on s'y prépare. Nous nous préparons pour jeûner, chacun fait ses économies, mais n'oubliez pas, pendant les mois de Ramadan, il y a les actes, parce que c'est aussi les mois de la charité, il y a des organisations, il y a des personnes, tout musulman devient vraiment bon, généreux, arrive à penser aussi aux autres, aux démunis, et c'est le mois de partage, et tout le monde arrive à partager et à donner aux autres, parce qu'il est même recommandé dans les hadiths ou dans les dires du Saint-Prophète, il dit, celui qui donne à manger à son frère, Dieu aussi lui donnera. Là, on vous reconnaît dans ça, dans les actes, vous êtes très fort, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus des musulmans qui sont à la base des actes de terrorisme. Je m'y attendais parce qu'à chaque fois que nous sommes reçus, on ne manque pas de nous poser cette question. Et cette question nous est collée, une interpellation. Mais nous disons, l'exemple, je ne peux pas dire oui ou non, affirmer ou infirmer, mais voyons le cas de la République démocratique du Congo. Quelle est l'attitude des musulmans? N'est-ce pas, ce sont des gens tolérants qui vivent en paix avec leurs frères chrétiens, bouddhistes. Ça dépend d'un pays à un autre. Ça dépend d'un pays. Le contexte du Moyen-Orient, ce sont des tensions politiques, tribales, ethniques qui n'ont rien à voir avec l'islam, parce que l'islam déjà vous dit, celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité, et celui qui donne une vie à une personne, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité. Donc, il ne faudrait pas que le musulman, c'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller mes frères musulmans, congolais ou africains, de vivre en paix avec leurs frères chrétiens, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo. Nous vivons, nous partageons la vie ensemble et puis nous nous respectons mutuellement. C'est ça qui est très important par rapport à nous entretuer, parce que au finish, nous sommes tous créatures d'Allah ou de Dieu. On n'a pas intérêt, si moi, aujourd'hui je suis musulman, vous n'êtes pas musulman, ça ne fait pas de problème. Vous avez votre religion et j'ai la mienne et chacun doit respecter les autres. Donc, et aussi profiter de l'occasion pour dire aux médias, parce que les médias aussi alimentent aussi cette crise-là, aussi accentuent. Donc, connaissez. Ce sont des scénarios montés. Ce sont des scénarios aussi montés qui cherchent seulement à discréditer. On va revoir une fois. Imam, une question de curiosité, juste pour finir avec vous. Pourquoi vous n'avez pas un calendrier, comme on le dirait ailleurs, liturgique, qui fixe au fait le calendrier pour commencer même vos ramadans? Non, nous avons les calendriers. Les dates diffèrent? Non, les dates ne diffèrent pas, c'est-à-dire les mois de ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire, et ces mois du calendrier lunaire varier selon les années. Et la fois passée, nous avons jeûné au mois de juillet, et cette fois-ci, il y a la courbe ascendante, et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons au mois de juin. Nous avons commencé le mois de juin aujourd'hui, le 18
juin. Et nous profitons de l'occasion aussi dans votre plateau et à présenter nos voeux à tous les musulmans et à toutes les musulmanes du monde. Nous disons Ramadan Karim, bon début de Ramadan à tous les frères musulmans. Dans Ramadan Karim également. Merci à vous, madame. Également un bon Ramadan Merci. Karim. Et je remercie sincèrement la RTGA qui vraiment nous accompagne à diffuser, n'est-ce pas, aussi les messages. Merci à tous les personnels, merci au DG et à tout le monde. Je dis vraiment sincèrement du fond de mon cœur, merci. C'est nous qui vous remercions, Imam Imidi, pour ces amples précisions sur le mois du Ramadan. Merci d'être venu et bonne suite des Ramadans. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous refermons complètement ces 12-13 sur la RTGA World. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 14 h pour la suite de l'actualité.